En titre ce soir, hausse inquiétante des enlèvements des travailleurs humanitaires en République démocratique du Congo, alors que les besoins humanitaires augmentent dans la région. En Côte d'Ivoire, reprise très bientôt des activités des commerçants du quartier à Oussabogou, malgré la privation par la mairie. Après 9 mois sans suite, les commerçants sont bien décidés à ouvrir leurs magasins. Et puis le président de la République ivoirienne a procédé au lancement officiel des travaux de construction de 2 complexes de transformation du cacao. Voilà pour les titres ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue à ce déroulé d'informations. Commençons tout de suite. Pour éviter la triche au baccalauréat, les autorités mauritaniennes ont coupé Internet. Résultat, la Mauritanie était privée de ce service. La coupure est appliquée par les 3 opérateurs de téléphonie mobile opérant sur le marché national. Cette privation est dénoncée comme une méthode artisanale, radicale et grossière par la population, car cette période fait vivre un calvaire aux abonnés de l'Internet mobile en Mauritanie. Internet étant devenu un outil indispensable au quotidien, bien sûr, les effets de cette rupture de plusieurs jours sont ressentis à la fois chez les entreprises formelles et chez les acteurs du secteur informel. En RDC, les attaques contre les travailleurs humanitaires se sont multipliées ces derniers mois dans l'est du pays. La situation devient de plus en plus inquiétante alors que les besoins humanitaires augmentent dans la région. Suivons ensemble ce récit de Christian Gokra. Le dernier incident sécuritaire documenté s'est produit lundi 21 septembre près de Songe, dans la province du sud du Kivu en République démocratique du Congo. Un convoi humanitaire a été ciblé. Au mois de juin, une expatriée américaine travaillant pour Médecins sans frontières était également prise en otage pendant plusieurs jours. En 2018, on notait essentiellement des vols et des braquages. Aujourd'hui, la nouvelle tendance se caractérise par des enlèvements. Les attaques se concentrent dans la province du sud Kivu. Elles sont attribuées pour la plupart aux miliciens Maïmaï. Certaines ONG estiment que la crise économique accentuée par la mesure prise pour stopper la propagation du coronavirus serait l'une des raisons de cette montée de la violence. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU s'est dit très inquiet, étant donné que le pays reste confronté à une crise humanitaire très complexe. Rien que cette année, plus de 9,2 millions de personnes sont ciblées par la réponse humanitaire. Un réseau international de braqueurs enfin arrêté. La police togolaise a réussi à mettre la main sur les braqueurs appartenant à une société de crime organisée, principalement composée de Nigériens, de Burkinabés et de Togolais qui opèrent à Lomé depuis plusieurs années. Henri Nyomki. Ce sont les 27 millions de francs emportés au grand marché de Lomé de la semaine dernière qui ont permis à la police de mettre la main sur les malfrats. Le réseau est composé d'informateurs et de logisticiens qui ont pour rôle d'acheter des véhicules et des motos et louer des maisons inhabitées servant de cache d'armes. Selon la police, ces bandits qui avaient à leur actif plusieurs maisons du genre ont pour cible les agences de transport et de transfert d'argent, les agences de change de devises étrangères, les grandes surfaces commerciales, de même que toute personne susceptible de transporter de l'argent. Elle a en outre salué la mobilisation spontanée de la population qui a permis l'aboutissement de l'enquête. C'était l'occasion pour les forces de l'ordre d'inviter la population à une étroite collaboration avec elle afin d'éviter le léchage systématique des gangsters ou autres criminels qui ne font pas avancer les enquêtes. Faisons un tour au Royaume-Uni où le nombre de cas de Covid-19 augmente nettement. De plus en plus de gens veulent se faire tester. Le problème est qu'il n'y a pas suffisamment de tests disponibles. Le gouvernement parle en ce moment de défis opérationnels. Les précisions dans ce commentaire de Christian Gokra. Partout, les gens se plaignaient des difficultés pour se faire tester. Les laboratoires sont submergés, donc impossible. Et parfois, il faut effectivement aller loin pour avoir une place. Tony est professeur d'éducation physique, présentait des symptômes et elle a eu beaucoup de mal pour se faire tester. J'ai passé une journée entière à chercher un test, raconte-t-elle. Certains m'ont suggéré d'aller le faire en Écosse. Elle pointe du doigt les autorités, pas suffisamment réactifs à ses yeux. À Greenwich, où il y a un centre spécialisé de tests contre la Covid-19, les patients ne peuvent s'y rendre que sous réservation. Le site internet ne donne pas toutes les informations. John Ashworth, député travailliste et spécialiste des questions de santé, assure avoir alerté le gouvernement depuis longtemps sur la question de la pénurie des tests. Et aujourd'hui, il s'inquiète de la menace d'une deuxième vague de contamination. Avec près de 42 000 décès, le Royaume-Uni est le 4e pays le plus endeuillé au monde par la pandémie de coronavirus.
Revenons en Afrique, en Côte d'Ivoire, le syndicat des producteurs industriels du bois et de l'Association technique internationale des bois tropicaux ont organisé ce mardi à Abidjan un atelier sur la certification forestière et la traçabilité du bois en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'améliorer les connaissances des acteurs ivoiriens sur le volet de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Justement, parlant de bois, de 16 millions d'hectares en 1960, la Côte d'Ivoire compte moins de 2 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Parmi les causes de cette déforestation rapide figure le sillage clandestin. Dans le département de Bétier, comme dans toutes les zones forestières du pays, le sillage clandestin s'est particulièrement développé ces dernières années. En effet, le sillage à façon est estimé entre 1,5 et 3 millions de mètres cubes de volume de bois. Depuis novembre 2013, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de lutter contre ce fléau en prenant plusieurs mesures, notamment l'interdiction de la coupe de l'essence noble. Eh bien, malgré son interdiction, cette activité continue et prend de l'ampleur, comme nous le constatons dans ces images. L'État est à nouveau interpellé dans le département de Bétier afin de stopper ces scieurs clandestins pour la sauvegarde et la protection de la forêt du dit département. Bientôt 9 mois que les commerçants du quartier à Ouessabougou sont privés d'exercer leurs activités. Après avoir entamé plusieurs actions qui sont restées sans suite, les commerçants ont décidé alors, lors d'une rencontre ce mardi 22 septembre, d'ouvrir leur magasin le 7 octobre prochain. Reportage sur place avec Denis Kouman. Les commerçants du quartier Ouessabougou sont décidés à ouvrir leur magasin contre vents et marées. Cette décision est tombée après la rencontre de mardi dernier, au cours de laquelle les responsables syndicaux ont fait le point des démarches d'entreprise. Nous avons eu beaucoup de réunions à travers le directeur général de la décentralisation, Mme Diakité, qui nous a reçus. Le cabinet du ministère du Commerce nous a reçus plusieurs fois. La dernière rencontre à date, c'est la secrétaire générale du médiateur de la République qui nous a reçus. Donc nous avons essayé tout cela, on les a tous informés par rapport à la situation. Mais jusqu'à présent, rien n'a encore fait. Pourtant, nous sommes dans un pays de droit. Le commerce qui est mené par ces opérateurs économiques, elle n'est pas illégale, elle est légale. On ne vend pas de drogue ici. Le commerce est légal. Donc nous demandons à l'autorité le plus compétent à pouvoir trouver solution à ce problème. Certes, nous voulons effectivement mener une action qui consiste à ouvrir les magasins. Et je pense qu'il faut bien que les gens ouvrent, parce qu'il ne faut pas attendre que les gens meurent d'abord, qu'on vienne intervenir. Vous pouvez comprendre, voici la rentrée scolaire, voici les gens qui ont leurs marchandises stockées dans les magasins, ils ne peuvent pas céder à cela, ils vivent dans une situation qui ne dit pas son nom. Tout cela, nous avons décrit dans les différents courriers. Il faut bien que les gens ouvrent. Avec la rentrée scolaire et la situation de la Covid-19, les commerçants ne demandent qu'à rouvrir leur commerce. Compte tenu de la situation présente, où il y a le Covid, il y a la scolarisation de nos enfants, les charges, ça pèse lourd. Donc nous sommes pressés d'ouvrir nos magasins. C'est ce que nous voulons dire à notre maire. On veut ouvrir nos magasins. Le président du collectif sollicite la magnanimité du maire. Il souhaite qu'un terrain d'entente soit trouvé afin qu'il puisse reprendre les activités dans la quiétude, car cette situation devient de plus en plus insoutenable. On n'est pas contre la mairie. J'ai toujours dit dans mon intervention, la violence, je ne sais jamais donné occasion les commerçants ici pour faire la violence. Je crois qu'il faut aller la paix. Je demande toujours le maire comment il va nous laisser ouvrir notre magasin, notre activité qui va être repris à bientôt. Notre souhait, c'est l'ouverture des magasins à partir de le 7. Si on ne trouve pas de solution, on ne va pas mourir de faim ici. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. La situation d'Ouessabougou perdure depuis près d'1 an. Face à cette situation, le ministre du Commerce devrait s'impliquer davantage pour abréger la souffrance de ces opérateurs économiques. Ce sont des pères de famille qui souffrent de ce bras de fer qui n'a pas lieu d'être. Dans le même pays, le chef de l'État a procédé ce mardi 22 septembre 2020 au lancement officiel des travaux de construction de 2 complexes de transformation du cacao de 21 hectares chacun dans les zones industrielles d'Anyama et de San Pedro pour un coût global de 216 milliards de francs CFA, soit plus de 385 millions de dollars. Commentaire signé Henri Nyomki. L'ensemble des infrastructures est composé de 2 unités de transformation de fèves ayant chacune une capacité de 50 000 tonnes, 2 entrepôts de stockage de 140 000 tonnes à Coupé-Zedi et 160 000 tonnes à San Pedro, ainsi qu'un centre de formation sur le site d'Anyama.
La livraison des deux infrastructures initiées par le Conseil Café Cacao est attendue dans 2 ans et fera passer le niveau de transformation locale du cacao de 600 000 tonnes actuellement à 850 000 tonnes. Le président de la République s'est réjoui de ce que les deux complexes apporteront davantage d'emplois, de la valeur ajoutée au cacao ivoirien et des ressources fiscales. Il a surtout salué l'initiative du Conseil Café Cacao qui pourrait permettre au secteur de franchir la barre d'1 million de tonnes de fèves transformées dans 2 ou 3 ans. Coût total des travaux, 216 milliards de nos francs. Voilà qui marque un point à l'actualité aujourd'hui. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et on se retrouve demain.